Merci, bonsoir. Purtroppo non parlo francese, quindi parlerò italiano. C'è un legame, ringrazio innanzitutto Francis Rembert per questo invito, però sentendo le sue parole prima mi sono ricordato di un legame tra la Francia e Caltagirone. C'è nei diari di Viollet Ledoux, in viaggio in Sicilia, c'è un passaggio molto interessante attraverso la città di Caltagirone. Vi arriva tra le nebbie, scavalcando delle montagne, e dopo aver attraversato questo paesaggio molto infelice arriva nella piazza principale di Caltagirone, che era una giornata di festa piena di bancarelle, di mercato, pieno di gente, e Viollet Ledoux scrive che la piazza di Caltagirone gli era sembrata così piena di gente e di vita come non era stata neanche le boulevard des Italiennes a Parigi. Quindi questo legame mi sembra molto interessante, però il ringraziamento a Francis Rembert è legato soprattutto all'occasione che mi ha offerto di ripensare, riflettere sul mio lavoro di architetto in questi anni. Un lavoro che potrei dire è stato caratterizzato sempre da un intrecciarsi continuo di ricerca, professione, studio dell'architettura e degli architetti del passato. Quindi in questa lezione, in questa conferenza, cercherò di mostrarvi alcuni segmenti di questo laboratorio di ricerca di questi anni. Cercherò di entrare in questo laboratorio per raccontarvi e spiegarvi alcune idee di architettura e alcuni strumenti che hanno segnato e caratterizzato il nostro lavoro. E farò questo mostrandovi alcuni progetti, ma anche alcuni libri, perché le due cose nella mia attività sono strettamente legate. I libri sono come un progetto di architettura, i progetti di architettura nascono e crescono attraverso le idee. Il titolo della conferenza, Architettura, archéologie. Le titre de cette conférence, Architecture, archéologie, nous suggère une proximité entre ces deux disciplines qui m'a toujours marqué et qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours tenté de trouver dans mon activité d'architecte des outils, des instruments qui puissent aller au-delà de la technique, de l'exercice de la profession. Donc, dans le cadre de ma formation, j'ai toujours trouvé un grand intérêt dans les architectes qui ont exploré, interrogé les ruines, les vestiges du passé à travers les instruments de l'architecture. Vous connaissez bien ce dessin de Palladium, un architecte qui a toujours recherché, exploré l'espace vide entre les fragments et les intentions de l'architecture. Cette superposition entre architecture et archéologie, je pourrais la synthétiser par le biais de ces images. La première qu'on vient de voir, et encore ce fragment de Piranesi, et encore la première page du livre sur Dioclétien. Parmi les images significatives et emblématiques qui peuvent nous aider à comprendre ce que j'entends par le terme archéologie et pourquoi je trouve l'archéologie intéressante. Avant tout parce que c'est une discipline qui s'occupe de fragments, qu'elle interroge par le biais des dessins. Il s'agit d'une discipline qui s'intéresse aux choses concrètes. Quand Piranesi représente le champ de Marx sur des blocs en pierre, ce dessin est gravé sur des blocs de pierre, donc la matière joue un rôle fondamental. Et c'est justement cela le rôle des architectes. Il s'agit d'une activité qui permet de mesurer la distance entre l'abstraction et les choses concrètes. Ce n'est pas un hasard si Piranesi creuse dans la roche
Rome ancienne pour trouver des vestiges de la Rome classique. Et après ces fouilles, il se consacre au dessin. Et après avoir réalisé ces dessins, il songe à des images nouvelles. Par conséquent, j'aimerais dire que l'archéologie est une discipline qui s'articule entre un va-et-vient continuel entre la théorie et la pratique, avec justement cet exercice de la pratique qui se place à des endroits précis au niveau de l'histoire, qui relie le présent et des fragments du passé. Mais surtout, l'archéologie est une discipline qui interroge le rapport entre les hommes et leur capacité d'occuper des espaces pour y vivre, pour les habiter, en tenant compte de la géologie également, du climat. Ce n'est pas un hasard que un ami de Piranesi, qui lui a dédié ce livre. Et à partir de Piranesi, Robert Adam apprend les techniques des fouilles, mais également du dessin, du relief. Et la première page de ce livre est très significative. Vous voyez des architectes qui sont en train de dessiner sur des feuilles face à ces fragments des vestiges de la ville de Split, en la présence de certains habitants justement de cette ville. Et donc, il y a en même temps un sphinx qui observe avec une certaine perplexité presque ces architectes et qui presque interroge ces architectes sur le travail qu'ils sont en train de réaliser. Nous pourrions donc dire que l'archéologie est une discipline qui se consacre, ses efforts et ses recherches sur les rebuts. Et tout comme l'architecture interroge des indices, des traces pour construire, pour interpréter, pour construire des histoires, pour organiser des récits. Or, la méthode que j'ai voulu appliquer à la préparation de cette conférence est une méthode archéologique, justement. Et en même temps, l'archéologie et les instruments de l'archéologie reviennent constamment dans notre façon de travailler. Par conséquent, j'ai divisé en deux parties cette conférence pour vous montrer, vous indiquer les deux directions dans lesquelles j'ai voulu articuler la pratique de l'archéologie et de l'architecture. Deux approches qui correspondent à deux lignes de travail. Il ne s'agit pas d'un système à échelle, mais il s'agit surtout de déclinaison de l'architecture. Et je vais utiliser un certain nombre de projets parmi les plus emblématiques de nos productions de ces dernières 15 ou 20 ans, mais également nos idées sur l'architecture. Vous pouvez imaginer un peu ces deux parties, ces deux volets, la première partie, deuxième partie de notre conférence d'aujourd'hui, comme deux aspects, deux côtés de la même médaille, deux domaines complémentaires sur lesquels nous avons travaillé de façon différente tout au long de ces dernières années. Ce qui m'importe particulièrement, c'est le fait d'explorer le rapport entre les mécanismes d'invention de l'architecture, à savoir la partie scientifique, la méthode architecturale, et l'aspect plus poétique, le recul, la mise à distance entre les parties rationnelles, scientifiques de la pratique professionnelle de l'architecture et les éléments plus personnels, plus poétiques. Donc, c'est justement cette tension entre les aspects techniques et l'invention poétique, cette tension entre l'absence
l'abstraction et le matériel. Ces deux polarités sont, à mes yeux, fondamentales pour l'exercice de notre profession. Donc, ce premier volet qui s'occupe de géologie, à partir du projet auquel faisait référence Francis, à savoir le parc linéaire, et à partir de l'histoire de ce projet qui a été débuté en 1989 et qui a été terminé à la fin des années 90. Je dois dire que quand je me suis lancée dans ce projet, j'étais confrontée à un certain nombre de difficultés car je ne disposais pas des instruments nécessaires pour y faire face. Je disposais d'une formation classique d'architecte, mais j'étais face à un projet qui était constitué d'aspects, même si en dimension réduite, car il s'agissait de la réhabilitation d'une voie ferrée, une voie à écartement réduit, mais je devais m'occuper également de différents aspects qui entraient en jeu. Et surtout, j'étais très intriguée par la façon que j'aurais pu appliquer pour décliner les éléments de ma formation un peu classique d'architecte et la réalité de cette voie ferrée. Et presque un peu par hasard, au début des années 90, j'ai fait deux découvertes, dont deux fondamentales. La première, la découverte de ces dessins. Il s'agit de dessins que vous connaissez peut-être, toujours de Palladium. Ce sont les commentaires de Jules César sur le De Bello Gallico. Dans ce livre de 1575, les commentaires de Jules César avec les récits et la représentation de voies qui ont été utilisées et proposées par Palladium pour faciliter la lecture des événements historiques. Je m'étais toujours demandé pourquoi Palladium trouvait intéressant de réaliser des illustrations pour des livres d'histoire, lui qui était un architecte. Eh bien, d'une certaine façon, en observant ces dessins, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'illustrations d'un simple livre d'histoire, mais qu'il s'agissait en fait de dessins d'architecture très précis, très ponctuels, qui allaient nous interroger sur les origines de l'architecture et des signes fondamentaux, fondateurs de la création d'espaces où les hommes ont pu vivre en mêlant les logements et la nature plus brute. Et donc, même la description des séquences des batailles est appliquée à la géographie des lieux, la position des armées par rapport à l'aspect géographique, la présence de rivières, les éléments climatiques. Mais surtout, j'ai trouvé intéressant le fait que ces dessins, par le biais d'une série de fragments, parvenaient à décrire de façon précise ces paysages en contrôlant la position dans le cadre d'une échelle plus large. La découverte de ces dessins a été accompagnée par la découverte d'autres dessins tout à fait différents, beaucoup plus récent, d'un géographe, un géographe italien qui, en 1963, a suivi la publication de ce livre pour le Touring Club italien et suit donc les aspects du paysage italien grâce à ces dessins qui décrivent, qui nous montrent le paysage visible à l'œil humain, mais également le paysage qu'on ne voit pas. Et il s'agit d'une découverte de ces sections qui représente pour moi l'instrument que nous avons exploité sur notre projet du parc linéaire. Donc, le fait d'utiliser ces dessins à échelles différentes
qui nous offre des modèles qui permettent d'explorer la complexité orographique et géographique également. Mais la signification de ces coupes m'a été révélée par cette recherche, la traduction dont je me suis occupée du livre sur le palais à Split de Dioclétien, un livre qui a été publié en 1964. Robert Adam revient à Londres après avoir séjourné pendant 3 semaines à Split et écrit ce livre dans lequel il raconte son expérience de ses fouilles en Croatie. Et ici, on a des vues de la partie antérieure du palais de Dioclétien. Alors, Robert Adam n'a pas trouvé intéressant seulement le palais de Dioclétien, mais également la ville qui s'est développée à l'intérieur de ce palais. Donc, lui, il ne dessine pas, il ne décrit pas uniquement ce palais, mais également la superposition et l'altération de ce même palais. Un palais, une habitation, un logement qui devient une ville. Comment peut-elle transformer les éléments fondamentaux de l'architecture? Mais surtout, Robert Adam fait une découverte extraordinaire, car jusqu'à cette époque-là, ici nous avons le dessin de Palladium de 1578, mais jusqu'alors, avant ce voyage de Robert Adam, le palais de Dioclétien était représenté de cette deux façons. La première représentation de 1721, et on voit le palais qui se pose sur un plan totalement horizontal sur lequel donc il a été bâti. Et c'est ça l'aspect architectural qu'on donne. Eh bien, Robert Adam se rend dans cette partie du palais où jusque-là personne n'avait fait des recherches et il découvre qu'il y a une relation très différente entre la base du palais et la partie extérieure. Donc nous voyons que cette coupe montre quelles sont les conditions de constitution architecturale de ce palais. Cette coupe nous raconte d'une certaine façon le lien qu'il y a entre l'architecture pensée et l'architecture concrétisée sur le lieu où elle va donner vie à des créations humaines. En 1758, Robert Adam retourne à Londres et il réalise l'Adelphi Building, ce grand complexe qui anticipe en quelque sorte l'avant de l'architecture moderne à Londres. Et bien sûr, dans cette réalisation, il n'a pas oublié le palais de Dioclétien, mais il ne s'agit pas d'une création presque mimétique. C'est autre chose. Nous avons ici la coupe du palais de Dioclétien et en bas celle de l'Adelphi Building. Robert Adam, enfin, on rachète le terrain qui se trouve près de la Tamise et on bâtit de façon à créer une façade au point où la Tamise se trouve où le palais se trouve face à la Tamise. Voilà donc l'Adelphi Building qui suit le mouvement de la Tamise. L'Adelphi Building eut immédiatement un incroyable succès qui prit des formes différentes. Mais si nous revenons à la comparaison entre la coupe du palais de Dioclétien et l'Adelphi Building,
nous voyons que le fait d'aller se localiser quelque part, d'aller construire des bâtiments en essayant d'exploiter la réalité géographique pour exploiter l'énergie de la nature. Donc il s'agit d'une architecture extrême pour l'Adelphi Building, une architecture qui permet d'activer le conflit entre et avec les éléments naturels, qui met en jeu et en place cette tension en la faisant vivre grâce à des différences très simples, une répétition très simplifiée qui anticipe un peu l'architecture moderne. La recherche que j'ai menée sur le travail d'Adam m'a ouvert les yeux sur la force donc, de la coupe et sur le rapport entre la coupe et l'architecture et principe d'habitation. Donc les projets que nous allons passer en revue et qui concernent cette première partie de mon exposé m'ont été utiles pour définir des outils de travail dont je vais vous expliquer donc le contenu. Je vous parlerai en premier lieu des sections topographiques et du calque et de deux idées qui sont issues de l'architecture et qui ont toujours été reprises. Donc l'architecture archéologique et l'architecture et l'archéologie minime. Et donc je vais vous présenter un projet un petit peu plus récent de ces dernières années, des projets donc, qui ont abouti avec la publication de ce livre qui a été publié une deuxième fois en 2012 et qui décrivent donc le travail sur le parc linéaire et sur le jardin Arena en s'appuyant sur voilà, des réflexions. Et le projet du parc linéaire est un projet qui est né parce que le souhait était donc d'exploiter de nouveau, d'utiliser donc la voie ferrée de 35 km à écartement réduit. C'était une voie ferrée qui, dans les années 70, n'était plus utilisée, qui avait été construite en 1935, riche d'œuvres d'art, des ponts, des viaducs, des points d'arrêt dans des lieux le long de ce parcours. Donc nous avons exploré très lentement ce paysage et nous avons découvert à travers la photo ce lien secret existant entre les plans de l'architecture, entre les ruines de l'architecture et le paysage sous-jacent. Ou bien en observant à partir de l'intérieur de ces habitations les variations du paysage tout au long du parcours qui devenaient en quelque sorte des kaléidoscopes. Et en retraçant donc cette voie ferrée, nous avons remarqué les plantes, la végétation qui avait poussé au cours des 30 dernières années. Dans ce lieu complètement abandonné. Nous avons donc établi une description de ces plantes pour avoir une connaissance très précise par rapport à leur lieu d'enracinement, leur position. Et nous avons ensuite exploré des façons de décrire, dessiner ces paysages. Et à la fin, ce projet a été bâti sur la base de trois principes très simples, la définition d'une ligne, d'une courbe, de points précis et le travail sur la surface. Nous avons construit donc cette ligne en utilisant donc des cyprès comme repères. Ils sont devenus donc les repères de cette transformation. À l'intérieur, cela a créé une construction cinématographique. Les cyprès marquent
marque une cadence, un rythme de ces visions, un signe extérieur et une construction à l'intérieur. L'autre élément était la définition de la surface en couleur, donc de la voie ferrée, de l'ancienne voie ferrée. Nous avons donc ramené à la campagne les codes urbains, les codes de la ville, les panneaux, les outils qui sont normalement utilisés pour communiquer, pour décrire. Donc 4 couleurs sont utilisées le long de ce parcours et ils marquent des lieux précis de ce parc linéaire. Nous avons également utilisé les buissons de végétation locale pour intensifier la présence d'anciennes plantes de genêt, par exemple, où il y avait des roses anciennes. Nous avons planter exactement les mêmes arbustes et les mêmes plantes. Vous voyez ici donc les différentes plantes qui poussent tout au long des saisons en offrant une multitude de couleurs, de parfums, de senteurs différentes tout au long de cette saison. Nous avons également créé des tonnelles qui sont déclinés de façon moderne. Il s'agit d'éléments là qui construisent une sorte de centrifuge du paysage qui comprime les paysages et qui offre donc un dépaysement total en donnant aux visiteurs la possibilité de les concevoir différemment. Vous voyez ici des objets comme cet escabeau qui invite à la contemplation. Il faut regarder au-delà de l'horizon, voir ce qui se cache derrière grâce à cet élément qui a été donc incrusté. Et vous voyez ces maisons donc qui étaient les lieux d'arrêt le long d'un parcours sur une voie ferrée. Et nous avons donc créé des projets pour chacune de ces maisons. Nous avons démonté, si vous voulez, ces ruines en construisant des architectures ouvertes, des ruines qui peuvent se présenter à notre vie contemporaine, mais d'une façon totalement libre. Et nous avons également œuvré à la création à la réhabilitation et reconversion d'anciennes gares pour ce parc. Le second projet est étroitement lié au parc et concerne donc une ancienne gare le long du parcours décrit auparavant et qui pendant 20-30 ans était devenue une sorte de décharge à ciel ouvert. Enfin, il y avait des débris qui s'étaient cumulés le long de ce parcours et qui formaient une nouvelle tomographie. Donc l'idée d'administration était de reconstruire le plan initial de la gare et nous avons en revanche proposé quelque chose d'inédit. Nous avons décidé d'enlever tous les débris plus dangereux et de conserver les produits inertes. Vous voyez ici un peu l'état des lieux. Nous avons essayé et tenté de remodeler, réutiliser, réemployer ces matériaux en économisant donc sur l'achat de nouveaux produits. Et nous avons donc édifié deux surfaces qui pouvaient remodeler cette surface pour ressoulever le
paysage et donner un nouveau contour au paysage qui maintenant est en mesure d'accueillir cet espace qui est en quelque sorte une oreille ouverte vers le paysage. Les outils que nous avons utilisés sont des outils, je dirais peut-être archéologiques en quelque sorte. Nous avons donc utilisé des coupes horizontales qui montrent un peu la consistance de la masse de la nouvelle tomographie. Nous avons donc enregistré les objets qui devaient être enlevés de cette zone et des objets qui, en revanche, pouvaient être gardés, qui n'étaient pas dangereux pour la collectivité et surtout par le biais de l'analyse de certains détails, nous avons maintenu des liens qui avaient été créés involontairement par la décharge. Ce lien entre le réservoir et la ligne d'horizon, par exemple. Donc, le jardin Arena est un espace qui change en permanence, qui peut se transformer et s'articuler de différentes façons et peut accueillir différentes manifestations pendant l'été surtout. Le parc linéaire est à l'opposé de la voie ferrée. La voie ferrée était un concept fermé, c'est-à-dire que pour y accéder, il fallait acheter un billet de train et entrer par certaines portes ou certains endroits et en ressortir par d'autres. Alors que le parc est quelque chose de segmenté de façon transversale et relié au paysage par des sentiers ruraux et construit un réseau qui finalement caractérise le paysage rural sicilien. Et c'est une colonne vertébrale en quelque sorte qui est synthétisée par cette ligne et qui ouvre des parcours circulaires dans tout ce territoire. C'est une ligne fragmentée, une ligne totalement ouverte vers le paysage et le territoire. Donc ces ouvrages ont défini avec davantage de précision nos idées, les idées qui nous ont portés pour ces projets. Nous avons donc utilisé les sections, les coupes tomographiques et le calque, l'architecture géologique d'une certaine manière et le fruit de la superposition de matières différentes, mais c'est également la perte de barrières entre objets et fonds. Donc, stratification de croûte terrestre avec lieux humains. Ces dessins sont fascinants parce qu'ils parlent de géologie, ils nous décrivent la géologie sans pour autant oublier les courbes, les lignes des montagnes. Il y a un lien très étroit entre croûte terrestre et tout ce qui est sous-jacent. Donc, le livre Le paysage de Sestini crée un lien entre ces deux aspects. Dans cet ouvrage, l'auteur explique comment cette croûte se constitue pendant de longues métamorphoses. C'est une séquence temporelle pendant des siècles. Et après, nous avons une représentation visuelle qui montre la place qu'occupe l'architecture. Il y a donc un lien très étroit qui est fait entre ces différents éléments. Par conséquent, quand on revoit les photos du parc, la section de la voie ferrée met donc l'accent sur ces paysages. Elle coupe ces paysages, mais également les souligne en montrant leur réelle nature. Elle fait un travail extrême de coupe et de taille. Elle grave de gravure
architecture de la nature et du paysage. Donc j'ai essayé de déterminer quels pouvaient être les outils les plus efficaces pour maintenir le lien étroit entre paysage, géologie, croûte terrestre et géologie, architecture et archéologie. Les sections tomographiques, les coupes tomographiques sont très utiles parce qu'elles peuvent être utilisées pour comprendre comment les sections routières, les routes et les IRM peuvent nous aider à construire donc un modèle précis, tridimensionnel, qui nous offre donc le plan, les coupes et le volume d'un paysage donné. On peut donc contrôler, maîtriser les transformations en travaillant sur ces éléments. Et de ce point de vue, je dois dire, un IRM est quelque chose de très utile parce que c'est une succession de coupes, mais c'est la reconstruction tridimensionnelle de ce même corps, de ce même organe. Donc, nous avons dans cette suite de sections la description très précise de chaque coupe. En même temps, les coupes tomographiques nous aident à contrôler le mouvement, à maîtriser ce mouvement. Il y a des coupes qui permettent de figer les lignes de mouvement dans un paysage donné. Ces photos de Muybridge sont très intéressantes, mais c'est très intéressant également de comprendre la façon dont elles ont été construites, de voir les coulisses. Muybridge donc mettait des appareils photo en séquence, il les installait avec des fils qui sont invisibles là, et le cheval qui bouge coupe ces fils et déclenche l'appareil photo. Nous avons donc la représentation physique de ces plans de représentation de ces coupes tomographiques qui, d'une certaine manière, dans ce projet, deviennent l'outil pour maîtriser les variations d'un parcours qui est long de 35 km dans toutes ces sections importantes de points de variation. Et c'est très intéressant parce que ceci nous aide à créer un lien entre tout ce qui est proche et tout ce qui est distant, d'agir, intervenir sur des points locaux pour transformer la vision de ce qui est loin par rapport à l'endroit où le projet est en train de se concrétiser. Et ceci a trait aux photos que nous avions vues au début du parc linéaire. Les coupes sur différentes échelles nous permettent donc de maîtriser le lien entre, par exemple, le fleuve, les routes, la voie ferrée et de les amplifier donc pour mesurer la transformation dans le lieu précis où cette transformation a lieu. Que signifie donc la transformation, l'intégration d'un mur ou d'un autre élément dans ce paysage? Et l'autre idée cruciale qui a été donc soulignée par le projet Jardin Arena est l'architecture minime. C'est un projet qui fixe des architectures qui n'ont jamais été complètement, disons, achevé. Il s'agit d'un jardin qui nous évoque une ruine du passé. Et ceci, même en ayant été l'objet d'un projet architectural. Donc, c'est une architecture minimaliste pour des raisons existentielles et non pas pour des raisons esthétiques. C'est une sorte d'archéologie minimale liée aux facteurs existentiels. Autant de transformations qui sont nécessaires. Ceci implique donc une vision minimaliste qui se réduit à peu d'éléments qui constituent donc l'architecture et qui représentent les éléments définitifs, mais qui en même temps sont ouverts aux futures transformations. L'instrument que nous avons utilisé souvent, c'est le calque. Le calque demande
une intervention simple de superposition. Il ne s'agit pas d'une copie, il s'agit d'une reproduction grâce au contact. Le papier est posé sur un objet qui se transpose. Et nous avons ici une photo de Man Ray où la poussière qui se pose sur le grand verre de Duchamp, qui était en position horizontale pour avoir des réparations, décrit un paysage onirique presque. Cette opération de calque a été souvent utilisée par Alighiero Boetti à partir de la fin des années 60, lorsqu'il commence à calquer sur une feuille blanche la page d'un cahier à petits carreaux. Et il découvre qu'en répétant cette opération plusieurs reprises, le résultat qui en découle est toujours différent. Donc, le calque ne perd jamais le contact avec la matière d'origine, mais à travers ce contact entre l'objet de départ et ce que l'on obtient permet de réaliser des superpositions. Alors, ici, nous avons une sorte de calque d'une topographie existante qui permet de réinventer l'aspect aléatoire de l'accident, de l'erreur qui devient de l'architecture et qui prend la forme du paysage. Alors, ces deux idées de l'architecture, ces deux instruments ont été en quelque sorte vérifiés et mis à l'épreuve par le biais d'un travail très complexe lié à une catastrophe naturelle du 30 septembre 2009. Le 30 septembre 2009, il y a eu une coulée de boue qui a atteint des quartiers de la ville de Messine avec 34 personnes décédées. Il s'est agi d'une catastrophe qui a mis à mal les paysages que nous connaissions, les paysages représentés dans l'histoire. Ici, nous avons la crucifixion de Antonello da Messina, mais des paysages en même temps très fragiles, comme souvent en Italie, mais dans d'autres régions du monde également. Ici, vous voyez Messine, pendant ces 20 dernières années, a développé une ville linéaire tout au long de la côte, au déprimant des parties les plus élevées. Les éboulements ont touché un certain nombre de villages. Nous avons ici une représentation tridimensionnelle. Surtout, on peut voir comment la boue qui a coulé pendant cette nuit-là aurait pu remplir 12 fois le Colisée de Rome. À cette occasion, j'ai été nommé consultant auprès du commissaire extraordinaire pour cette situation d'urgence et j'ai travaillé donc aux côtés de géologues, ingénieurs. Et la première chose qu'on s'est demandé a été comment on peut comprendre ces lieux, comment on peut en parler, comment on peut les décrire. Et une chose qui nous a aidés a été justement le fait d'utiliser des coupes tomographiques, le fait d'imaginer le paysage en le fractionnant nous a permis de découvrir des rapports entre des éléments même éloignés, des éléments qui se trouvent tout au long de la côte et des éléments qui se trouvent à l'intérieur des terres. Tout cela nous a permis de mesurer ces éléments. Mais encore un autre problème auquel j'étais confrontée a été celui de la conception technique, car les dessins qui étaient réalisés par les ingénieurs afin de réaliser les travaux de
sécurisation du territoire ressemblait un peu à ce que vous voyez là. Il s'agissait de dessins qui annulaient les paysages, les villes. On dirait que ces dessins naviguaient sur le blanc de la feuille. Et ceci constituait pour nous un grand problème, puisqu'il s'agissait d'un paysage très fragile, très complexe, très délicat. Donc, nous avons essayé de plonger dans le contexte ces dessins qui allaient de la partie la plus montagneuse pour arriver jusqu'à la côte. Et nous avons transposé ces dessins en les plaçant dans des contextes planimétriques avec des coupes pour décrire l'orographie, la montagne, les centres urbains, afin d'organiser le projet mené par les différents départements qui allaient gérer la reconstruction grâce à un travail de coordination. Vous voyez une sorte de manuel d'ouvrage qui transpose ce qu'il va falloir faire en utilisant du matériel technique. Et voici, par exemple, l'emploi de certaines barrières, l'usage du béton, et toujours par le biais de cette représentation en forme de coupe tomographique, afin d'exprimer dans un dessin les ouvrages nécessaires pour freiner le cours de l'eau. Donc, des expressions qui ont pu rendre de façon simple cet effort destiné à freiner l'écoulement de l'eau ou de la boue. Et nous nous sommes occupés surtout de la ville de Giampilieri, qui a été la plus frappée en termes de décès dans son centre habité. Les projets pour cette ville se présentaient toujours comme ça. Une fois qu'on les superposait au dessin de la planimétrie de la ville, aurait provoqué une sorte de fracture encore plus profonde que celle provoquée par l'éboulement. En fait, elles auraient séparé la ville en 3 parties de façon définitive, surtout puisque dans ces dessins des ingénieurs, on se concentrait surtout sur cette coupe qui était le fruit de calculs mathématiques, une coupe qui présentait des murs droits placés tout au long de la diagonale du fleuve. Et notre travail a consisté dans une intervention empirique sur ces coupes pour permettre que ces canaux d'écoulement puissent devenir une partie intégrante de la ville. Il a fallu donc imaginer que ces canaux destinés à sécuriser la ville puissent devenir des parcs urbains vivables, habitables, en exploitant les éléments des bâtiments détruits pour réaliser la base de jardiniers. Donc, en traduisant ces fondations des maisons en de nouveaux jardins placés à l'intérieur de la ville. Et donc, on a prévu la transformation de ces 2 canaux de mise en sécurité en parcs urbains qui relient la ville et transforment les restes d'une catastrophe en un futur nouveau et en une nouvelle perspective pour la ville. Donc, la géologie, en quelque sorte, est remodelée en repensant les architectures de ces canaux. Donc, le canal principal a été remodelé
Par contre, sur la partie où la ville se développe, nous avons réalisé un projet très utile pour comprendre quelle était la relation possible entre le projet d'origine des ingénieurs et notre modification de ce projet, réalisé sur la base d'une observation empirique du fleuve. Et vous voyez surtout la barrière en haut qui était constituée de 2 murs et de 2 barres en acier. Eh bien, nous avons transformé le mur dans sa partie la plus élevée en une sorte de passage entre l'ancienne ville et la ville nouvelle. Donc, nous avons transformé ces 2 murs en une nouvelle occasion de connexion. Et par ailleurs, nous avons transformé ce mur qui était amorphe en une nouvelle présence. Vous voyez ici le passage de connexion que nous avons réalisé, de liaison plutôt, que nous avons réalisé de façon très simple. Et la réalisation des jardins en béton armé lavé qui donc ont créé des jardins horizontaux qui constituent une forme de dialogue entre le paysage et la ville. Il est très intéressant de voir le résultat de ces travaux car cette variation a été obtenue sans que les coûts des travaux augmentent. Donc les changements ont été réalisés seulement en modifiant le projet, mais non en augmentant les dépenses. Donc, entre le projet d'origine des ingénieurs et le résultat final que nous avons vu, il y a une grande différence dans la lecture des éléments. Cette expérience nous a permis de mettre en exergue les échanges entre ces instruments typiques de l'architecture, mais également la géographie, la géologie, la recomposition de la terre et surtout nous a permis de comprendre à quel point l'architecture, à la différence de la technique, donc des projets d'ingénierie, n'efface pas le désastre, la catastrophe, mais transforme les ruines en espace à vivre. C'est ça la différence entre la technique et l'architecture en tant que valeur ajoutée. La deuxième partie de cette conférence d'aujourd'hui tient à un livre récent qui s'intitule « Architecture, archéologie » au pluriel et qui relate une sélection de petits projets architecturaux qui ont un point en commun. Il s'agit de petites architectures qui gardent à leur intérieur un noyau génératif qui fait toujours référence aux coupes tomographiques. Vous voyez ici quelques pages de ce livre. Chaque projet est décrit à partir de représentations classiques traditionnelles et pour passer enfin aux représentations tomographiques. Notre but était celui de comprendre quelle peut-être la capacité régénératrice des coupes tomographiques, leur capacité à créer une abstraction qui puisse devenir quelque chose capable de générer du concret. Et dans ce cas, la recherche a été accompagnée par la découverte d'un mécanisme ancien qui était utilisé souvent par Palladium, tant dans l'exploration de l'architecture du passé que dans la construction de son architecture. Vous voyez ici des dessins dans lesquels on utilise des techniques très précises, très ponctuelles de coupe appliquées à des endroits différents d'un projet architectural. Voilà quelques dessins des projets de 2 palais, le palais Valmarana et le palais d'Aporto. Cet exercice démarre en 1856 avec les illustrations du Vitruve
édité par Daniele Barbaro. Ces illustrations utilisent des techniques précises. Par exemple, la représentation de la façade avec des coupes, l'utilisation partielle des plans, la superposition entre façade intérieure, extérieure et coupe, l'usage de techniques qui permettent de rendre transparents certains éléments en permettant de voir ce qu'il y a derrière ces éléments. Donc, par exemple, une colonne devient transparente, elle permet de montrer le cadre de la porte à son tour devient transparente et permet de voir l'intérieur de la pièce. C'est un jeu destiné presque à créer de la confusion. Ces dessins paraissent un peu confus, ne respectent pas de façon claire les lois des projections orthogonales. Mais ces projections sont en quelque sorte projetées, théorisées pour essayer d'oublier le passé, de mettre de la distance entre le présent et le passé pour créer cette tension qui résulte du déplacement des plans des projections orthogonales. Nous avons ici quelques exemples. La représentation du temple qu'il réalise. Vous voyez, ça, c'est des montages que nous avons essayé de réaliser pour décrire les projections des différents éléments des dessins de Palladium. Nous avons ici le temple de Minerve, représenté toujours avec ses coupes, mais également représentation des ruines, comme s'il s'agissait d'une vision réelle. Mais dans le livre, cela donne lieu à des représentations concrètes de ce désastre. Cette ruine, fruit du passé, est exploitée par Palladium pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette création architecturale. La coupe de l'extérieur permet de révéler l'intérieur. Il est intéressant de remarquer qu'à Venise, à l'époque, dans le traité d'architecture, on publiait en même temps les traités d'architecture et les traités d'anatomie. Celui-ci est de 1550. Les illustrateurs des livres d'anatomie étaient des architectes qui donc transposaient le système des coupes et des projections orthogonales et des illustrations architecturales en moyen pour décrire les découvertes des anatomistes et pour les transposer dans des traités qui étaient par la suite utilisés par les étudiants. Ces traités étaient utilisés par les étudiants pour apprendre les techniques de la médecine, de la chirurgie. Donc, il est important de souligner le fait que les architectes mettaient au service d'autres disciplines comme la médecine la technicité de l'architecture. Après tout, sectionner un corps humain consiste également dans le fait de découvrir les relations entre l'intérieur et l'extérieur. Dans cet autre livre de 1570, Palladium travaille constamment sur cette superposition des éléments intérieurs, des éléments extérieurs. Et ici, c'est toujours le temple d'Antonin et de Faustine. Nous nous sommes exercés dans cette action de démontage-remontage pour voir comment, dans le point de coupe, on peut les remettre ensemble. Et nous retrouvons cet exercice aussi dans les illustrations de Palladium. Donc, nous pouvons identifier une sorte de technique destinée à oublier qui est utile pour donner lieu à une technique à créer. Et nous avons ici la partie intérieure. Palladium bouge ses plans, il les superpose, il les mélange, il les démonte, il les remonte, il les assemble en morceaux que nous pouvons retrouver, que nous pouvons choisir de dessiner de façon abstraite et très simple, mais que nous pouvons
avons également replacés dans leur position d'origine. Même chose pour ces dessins où on observe le mouvement vers l'intérieur de la cour. Et il y a ce rapport entre la partie extérieure qui donne sur la rue et la cour intérieure. Donc, encore une fois, cette technique des coupes multiples, superposées, qui offre un terrain fertile pour l'invention, comme le calque. Palladium démonte l'ancien, il remonte par la suite. Nous avons également tenté de redessiner ces éléments et d'en retrouver leur vraie nature. Alors, si l'on compare le temple de Jupiter avec la demeure de Zepopoto, cette technique, nous le constatons clairement, est en mesure de générer une nouvelle matière, une nouvelle condition. Donc, cet ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, Architecture, archéologie, explore la possibilité d'engendrer de nouvelles perspectives par la voie tomographique. Il y a presque de façon involontaire de nouveaux projets qui naissent. Il y a ici 5-6 projets de petites architectures où la coupe tomographique devient l'élément central de la construction. C'est l'élément qui devient donc le squelette du bâtiment principal et qui, en quelque sorte, est couvert dans une partie. À l'extérieur, il reste une ruine. Et dans ce cas, donc, la coupe tomographique nous sert à créer l'idée de répétition, à créer donc dans le bâtiment lui-même cette séquence. Ici, nous voyons l'exemple de l'ancienne gare de Ganzeria. Vous voyez les plans qui nous ont aidés à définir les points de transformation de ce qui restait en quelque chose de nouveau. Concrètement, l'idée du projet était donc de maintenir le périmètre à l'intérieur, une boîte donc qui puisse nous aider donc à garder cette façade, un plan qui nous permet d'avoir des surfaces bidimensionnelles de couleurs qui, en se superposant, perdent de leur masse et deviennent comme des coulisses. Les coulisses d'un théâtre, on dirait presque des coulisses, des rideaux en velours superposés, comme des diaphragmes qui construisent l'espace intérieur de cette architecture. Et donc, la coupe tomographique, les coupes tomographiques sont en mesure de décrire les éléments structurels qui génèrent cette architecture même. Pareillement, dans cette autre habitation, les coupes tomographiques décrivent l'axe principal de développement de la reconfiguration d'un ancien bâtiment qui est donc converti. La masse apparente est désassemblée, donc, et les plans deviennent des éléments. Les étages décrivent donc la partie centrale du bâtiment. Ce plan en marbre bidimensionnel coupe cette section en créant donc des puits de lumière. Dans ce cas précis,
nous avons également pensé qu'il serait intéressant, après la réalisation de ce bâtiment, qu'il serait intéressant de réutiliser ce qui n'avait pas été exploité pour construire une pièce supplémentaire, une petite pièce supplémentaire. Et dans ce cas, de façon matérielle, l'archéologie a permis la génération de quelque chose de nouveau sur cette partie non achevée de la maison, de l'habitation, qui donc représentait un espace disponible pour la création de nouvelles architectures. Dans cet autre bâtiment, il s'agit donc d'un bâtiment appartenant à un agro-tourisme. Donc, nous avons des espaces accessibles. Vous voyez ici la façon dont les points d'entrée, d'accès du bâtiment deviennent le lieu où la lumière peut pénétrer l'après-midi de façon transversale. Nous l'avions vu tout à l'heure, comment les coupes peuvent devenir denses dans ces endroits spécifiques, deviennent beaucoup plus sombres et mesurent comme un sismographe les variations d'intensité de la lumière et de l'utilisation même du bâtiment. Ces sections, donc, sont en mesure de reconnaître les points les plus importants de l'architecture, même dans la phase de conception. Ils mettent en exergue les aspects les plus formels, expressifs, où se trouvent les variations dans la lumière, dans la matière. Et donc, cette séquence de coupe a également une autre valeur, une valeur d'abstraction dans la génération de futurs projets. On pourrait peut-être créer une extrusion, créer de nouveaux espaces qui seraient différents par rapport à ceux qui ont été inclus dans le projet architectural. C'est un petit peu ce que faisait Palladium dans ses ouvrages. Si vous repensez à la représentation de Palladium de la basilique de Vicente, eh bien, elle ne correspond absolument pas à la réalité qu'il a construit. La basilique est un bâtiment préexistant auquel Palladium rajoute des loges. Dans son ouvrage, en revanche, on voit une architecture complètement conçue par Palladium. C'est une représentation abstraite qui devient le moyen par lequel on peut construire de nouvelles architectures qui identifient de façon claire l'individualité, la force de certains principes. Ce projet récent, d'une certaine manière, est la concrétisation de la matière existante, donc la réhabilitation d'un hangar qui a donné lieu à cette nouvelle structure et qui est une section, une coupe tridimensionnelle qui a un espace à l'intérieur, mais qui existe à travers cette représentation en pixels qui est donc créée grâce à l'utilisation de cajots de fruits. Donc, avec ces cajots, nous avons une épaisseur et dans l'endroit où se trouve ce bâtiment, immédiatement, il est possible de reconnaître ce lien étroit entre le bâtiment préexistant et les nouveaux éléments rajoutés qui se concrétisent donc dans cette
couche très fine qui devient donc également aussi un signal reconnaissable. Il peut être interprété au coucher du soleil par ses lumières. Ce volume nouveau devient donc le point visible que l'on reconnaît immédiatement quand on marche sur cette route. Et le dernier projet que j'aimerais vous présenter est un projet qui concerne donc une demeure sur le lac de Côme, une villa donc des années 30 auquel a été ajouté un nouvel élément. Là, vous voyez donc la façade d'une ancienne carrière. Il y a un jardin végétal qui s'est créé, un mur végétal qui s'est créé entre ces deux matériaux. Dans les coupes tomographiques, vous pouvez voir donc le rajout qui a été fait, qui s'articule en deux parties. Une partie est en direction du lac et une partie est vers la montagne, vers donc la partie rocheuse. Donc vous voyez cet élément où il y a la cuisine, le salon et qui est plus vers le lac. Et le bâtiment existant est en diagonale. Il regarde le lac, la Suisse, l'Italie et notre bâtiment a su interpréter cette relation entre la partie postérieure. Là, vous voyez un petit peu mieux les coupes, le bâtiment existant et le nouvel élément qui est relié à ce bâtiment par des marches. Donc, vous voyez la chambre des invités qui est reliée avec la cuisine et le salon par ces marches. Et là, vous voyez le mur végétal et la colline qui est derrière. Et par le biais de cet élément, il est possible donc d'observer la nouvelle architecture devient donc la longue vue par laquelle on peut apprécier la carrière, la partie rocheuse. Là, vous voyez des plateformes en béton armé. Cette partie est vers le lac. Donne sur le lac, pratiquement. Là, vous voyez les différentes coupes, la décomposition de chaque coupe qui est lié à un autre aspect. Donc, si le temps et la durée, la coupe tomographique dessine le développement, mais également définit les coupes, les failles, les éléments qui, d'une certaine manière, révèle un nouveau rythme. Dans ces projets, je retrouve la pratique d'une architecture archéologique qui dispose de façon précise des choses qui ne sont pas reliées entre elles pour générer des espaces de vie, des fragments qui peuvent générer donc de nouveaux espaces de vie. Les opérations de fouille, de dissection, donc mettent en œuvre des glissements de ceux qui existent déjà et créent des greffes de nouveaux éléments en recherchant avec insistance et patience le plaisir qui découle dans la façon dont on habite un lieu, le plaisir qui se multiplie en
répétant de façon continuelle la forme du temps que chaque architecture parvient à révéler. Et j'aimerais maintenant me pencher sur un autre ouvrage publié en 2012 qui est donc le reflet de Walkabout City.0 et qui est donc intitulé Abiura dal paesaggio. C'est une transposition, la partie finale, donc l'épilogue de cet ouvrage se consacre aux éléments au milieu, les éléments centraux. Cet ouvrage nous décrit par le biais de cette image, cette histoire liée à ces éléments centraux. Mais j'aimerais me pencher uniquement sur une de ces histoires qui concerne une tradition du sud de l'Italie et très répandue en Sicile et qui concerne donc la création du concentré de tomates. Dans le passé, mais aujourd'hui aussi, les femmes avaient l'habitude donc d'étaler la pulpe des tomates sur de grandes planches en bois, de façon à ce que le soleil puisse réduire cette pâte à son essence et puisse sécher complètement cette matière. Mais la main aide à sécher également. La tomate est donc séchée par le soleil et devenait quelque chose qui pouvait être conservé donc dans des boîtes de conserve pour l'hiver, de tomates confites qui pouvaient être utilisées pour assaisonner donc les pâtes. Et le mot astratto en sicilien, eh bien je l'interprétais comme le mot abstrait. Réellement, je faisais un lien entre cette opération. Pour moi, cette opération de concentration, d'obtenir un concentré de tomates qui en sicilien est l'astratto, était donc une opération d'abstraction. Les femmes donc réalisaient cette œuvre, ce travail d'abstraction en obtenant quelque chose de pur, de dense, d'épais, une matière qui était un signe, une trace des doigts, une trace circulaire des doigts, des mains en mouvement qui faisait en sorte que l'on obtienne un concentré de tomates pures capable, avec le feu et l'eau, de redevenir du jus, quelque chose de savoureux. Donc faire l'astratto, l'abstrait était donc cette opération qui permettait de oui, donc c'était un procédé par lequel l'intellect humain pouvait atteindre des concepts universels dans la connaissance des objets individuels, mais en tenant compte également de leurs caractéristiques dans l'espace et dans le temps. Lorsque je pense à un projet architectural, je me souviens toujours de cette opération, de ce procédé de réduction du jus de tomate qui permet de conserver la matière, la vie et même les petits incidents en conservant donc les contradictions et les complexités de ce monde. Si l'on veut réduire donc ma présentation à une simple philosophie, je dirais que notre façon de travailler est de faire en sorte que l'on ne perde rien de la matière, de la vie, tout en faisant de l'architecture. Je vous remercie.